Bonjour à tous. Suite à ma vidéo sur la saison 8 de Doctor Who, vous avez été nombreux à me demander mon avis sur la saison 9. Car si tout le monde n'a pas été convaincu par la première saison de Peter Capaldi, la deuxième a apparemment plutôt fait l'unanimité. Du coup de mon côté, moi qui a clairement été déçu par la saison 8, qu'est-ce que j'ai pensé de la suite? Bon, en ce moment j'ai la fâcheuse tendance à rallonger de plus en plus le temps de mes vidéos, du coup je vais essayer de parler de tous les épisodes tout en étant le plus concis possible. Je rappelle évidemment que ce n'est que mon avis, donc libre à vous de vous exprimer dans les commentaires. Allez, c'est parti. La saison débute avec The Magician's Apprentice. Et quel début de saison! Alors oui, on va commencer direct avec les points positifs parce que là ils ont mis le paquet. Dès la première scène, avant même le générique, on sent que cet épisode va être complètement ouf. Excepté pour la saison 6, d'habitude les premiers épisodes de saison étaient plutôt simples et n'avaient rien d'exceptionnel. Là, dès le début, on a presque l'équivalent d'un final de saison. Bon alors déjà, ces mains-mines ont certes un design très simple, mais sont, je trouve, très stylés. Mais surtout, le fait que l'enfant que le docteur tente de sauver se révélera être Davros, le créateur des Daleks lui-même, c'est complètement ouf pour un début de saison. Bref, je ne vais pas détailler mon avis sur chaque scène de chaque épisode, car sinon je vais me retrouver avec une vidéo de 5 heures. Je vais donc profiter du fait que cette saison comporte majoritairement des doubles épisodes pour donner mon avis global sur celui-ci, et non pas épisode par épisode. Et donc ce premier double épisode, il est plutôt génial. Même si la première partie ne montre finalement pas grand chose, on ne s'y ennuie pas pour autant. Déjà parce qu'on a le retour de Missy, et je dois avouer qu'elle apporte une touche de légèreté plutôt appréciable, et ensuite parce qu'on découvre un personnage plutôt cool, à savoir Colony Sarf, qui est en fait un putain de serpent. Mais j'avoue que ma deuxième partie est ma préférée, parce que Davros. Cet antagoniste est sans doute l'un de mes préférés de la série. Davros, c'est clairement le méchant de SF de base. C'est un mélange entre Dark Sidious et Dark Vador. Dark Vador pour le côté mi-homme mi-machine, et Dark Sidious pour le côté manipulateur sans pitié. Et ce début d'épisode qui révèle que Davros avait une apparence humaine avant de devenir qui il est aujourd'hui, renforce cette comparaison. Donc personnellement, ayant été fan de Star Wars avant d'être fan de Doctor Who, j'ai tout de suite trouvé ce perso génial. De plus, contrairement au Dalek, ce n'est pas un ennemi que l'on voit très souvent. D'ailleurs, après la saison 4, on le croyait mort. Mais bon, le simple fait que Missy soit présente dans ce double épisode prouve que cette série a un réel problème avec la mort de ses personnages. Mais ça, on y reviendra plus tard. Bref, pour en revenir à The Witch Familiar, là où il fait fort, c'est que sa construction est assez inattendue. L'épisode se concentre principalement sur un dialogue entre Davros et le docteur. Et malgré tout, c'est très intéressant. Les deux s'expliquent, se comparent et se comprennent, et au bout du compte, on ne sait plus vraiment qui est gentil et qui est méchant. Même si au final Davros se révélera être un traître et avouera avoir attiré le docteur juste pour profiter de son énergie régénératrice, on sent malgré tout qu'il a été sincère dans ce qu'il disait. Et c'est principalement ça qui est intéressant dans cet épisode. Il nous prouve que même dans Doctor Who, tout n'est pas blanc ou noir. L'univers n'est pas fait que de gentils et de méchants. C'est ce genre d'idée qu'ils avaient essayé de transmettre dans la saison 8, mais avec beaucoup moins de succès. Donc en somme, un double épisode qui apporte une origin story à Davros, suivi d'un dialogue très profond avec le docteur, et tout ça en début de saison, c'est du très bon. Donc après un début de saison qui défonçait d'entrée de jeu, il fallait évidemment retourner à des épisodes plus classiques. Et quoi de plus classique qu'un épisode se déroulant dans une base avec une équipe à son bord? Des épisodes comme ça, il y en a à l'appel. Donc là-dessus, ils n'ont pas fait preuve d'une grande originalité. Mais malgré tout, ils s'en sont plutôt pas mal sortis. Clairement, le premier épisode Under the Lake est très classique et ne sert qu'à poser les bases de l'histoire. À savoir une équipe de gens, des fantômes, et tout ça dans une base sous-marine. Voilà. Le second épisode est beaucoup plus intéressant. Déjà, ce qui est assez inhabituel, c'est que le docteur va tout simplement retourner dans le passé pour pouvoir régler le problème directement à la source. Ça peut paraître très con, mais ça n'a quasiment jamais été fait dans un épisode de Doctor Who. Ensuite, une fois dans le passé, le docteur se retrouvera face à une créature hyper stylée. Un design très original, surtout pour du Doctor Who. Et pour ce genre d'épisode, c'est assez inattendu. Sinon, en ce qui concerne les relations entre les personnages, on a des aspects assez intéressants. Comme ce moment où l'un des membres de l'équipe découvre que le docteur a délibérément laissé mourir un de leurs membres dans le simple but de confirmer sa théorie. Ça peut paraître très étrange de la part du docteur, mais encore une fois, c'est le genre de développement psychologique qu'ils avaient tenté d'établir dans la saison précédente. Et encore une fois, beaucoup mieux réussi ici. Par contre, on a des choses un peu moins bien comme une énième relation amoureuse qui n'apporte clairement rien à l'épisode.
Bref, dans l'ensemble c'est plutôt correct, même si la deuxième partie Before the Flood est clairement moins vide et plus originale que la première. Même si ces deux épisodes ne se suivent pas directement, ils sont malgré tout très liés. Déjà par le personnage d'Ashilder, mais aussi par leur grosse baisse de qualité. Et oui, même dans Doctor Who, une saison n'est jamais entièrement parfaite. Il fallait bien des épisodes moins bons que les autres, et ce sont ceux-là. D'abord The Girl Who Died. Autant j'aime plutôt l'idée d'un épisode avec des vikings, autant là on s'y fait un peu chier. Après avoir introduit le méchant, pas hyper charismatique au passage, l'épisode se concentre surtout sur l'entraînement des villageois. Donc là, lol, c'est marrant parce qu'ils sont tous très nuls au combat. Puis ensuite on arrive vers le final de l'épisode, qui peut se résumer par vu qu'on n'est pas très bon pour se battre avec des armes, on va ridiculiser le méchant, comme ça il va se barrer. Et je ne déconne pas, le combat final est vraiment basé là-dessus. En gros, après avoir abattu les sbires du méchant avec l'électricité des anguilles, ils font apparaître une sorte d'hologramme virtuel de monstres marins. Ils filment la scène en mode « Regardez, il a peur d'un truc qui fait même pas peur », puis ils menacent le grand méchant d'envoyer la vidéo sur les réseaux sociaux. Enfin, les réseaux galactiques. En fait, le problème de cet épisode, c'est qu'il a clairement une ambiance enfantine, qui n'est pas grave en soi, mais jure complètement avec le style qu'ils essayent d'instaurer, avec toujours un peu de mal d'ailleurs, depuis la saison 8. Du coup, on se retrouve avec un scénario d'épisode digne d'un dessin animé pour enfants. Ça peut paraître dur à entendre, surtout pour ceux qui ont aimé l'épisode, mais je le pense sincèrement. Faire ce genre d'épisode alors que la série se tourne de plus en plus vers des thématiques plus sombres et plus matures, c'est, je pense, une mauvaise idée. En tout cas ici, c'est selon moi plutôt raté. Donc oui, l'épisode est plutôt chiant et ne sert qu'à introduire le personnage d'Ashilder, personnage dont les scénaristes ont jugé bon de rendre important juste parce que, oh là là, c'est Maisie Williams, c'est quand même pas n'importe qui, donc faisons d'elle un perso important. Donc après avoir fait revivre Ashilder, en l'ayant au passage rendu immortel, il fallait bien développer le personnage et le rendre plus profond. Bon en fait non, ils n'étaient pas du tout obligés de le faire, mais bon, ils l'ont fait quand même. D'ailleurs je me moque un peu, mais c'est la partie la mieux réussie de l'épisode suivant, parce que tout le reste est vide. Donc dans The Woman Who Lived, et je vous emmerde avec mon accent anglais, on retrouve Ashilder genre 600 ans après, ayant tout oublié de ses vies précédentes, allant même jusqu'à oublier son prénom d'origine. D'ailleurs elle préféra s'appeler Mi ou Moi en français, mais clairement on va continuer de l'appeler Ashilder. C'est beaucoup plus simple et moins confus pour tout le monde je pense. Donc comme je le disais plus tôt, si l'épisode précédent servait surtout à introduire ce fameux personnage, celui-ci servira surtout à le développer. Et alors autant le thème de l'immortalité est plutôt bien abordé dans l'épisode, et commençait à rendre enfin ce personnage intéressant, autant le reste de l'épisode est plutôt très vide. En ce qui concerne les personnages, en gros, on a un mec qui ne servira qu'à être sacrifié à la fin de l'épisode, et un lion humanoïde qui crache du feu, et qui souhaite rejoindre sa planète. Et c'est tout. L'épisode tournera donc surtout autour de ces trois personnages-là. Enfin bon, Ashilder commençait tout juste à devenir intéressante, j'imagine qu'on ne peut pas tout avoir. Donc rien de plus à dire sur cet épisode. Si ce n'est que c'est dans celui-ci que l'on se rend compte qu'Ashilder n'est en fait pas si gentil que ça. Et au final, on ne sait plus vraiment dans quel camp elle est face au docteur. Et on en revient à ce que je disais sur l'épisode The Witch Familiar, au sujet de la frontière finalement très mince entre le bien et le mal. Un habile retournement de situation donc, qui permet de revenir sur un thème qui semble récurrent depuis la saison 8. Bon alors j'ai un problème, je n'aime pas beaucoup le personnage d'Osgood. Je sais, je donne l'impression de beaucoup critiquer depuis tout à l'heure, mais rassurez-vous, ça ne va pas durer. Je disais donc que j'ai toujours trouvé le personnage d'Osgood assez inutile, voire même parfois insupportable. Dans The Day of the Doctor, ça allait, elle ne faisait qu'une apparition finalement. Mais ils l'ont carrément fait revenir dans le final de la saison 8, comme si cela avait un réel intérêt. Ils l'ont même rendu plus sûr d'elle, comme pour ajouter de la profondeur au personnage. Mais rien n'y fait, cette fois-ci je l'ai trouvée un peu trop prétentieuse. Même si je dois admettre que cette fois-ci, elle était un peu plus utile. Et alors qu'on la croyait morte à la fin de la saison 8, eh bien non. Ils ont voulu absolument la faire revenir malgré tout. Jamais ils n'accepteront la mort d'un personnage. Bref, ce double épisode suit encore une fois la logique de premier épisode plutôt moyen et utile juste pour présenter la situation, et un second globalement beaucoup plus intéressant. À la fin de The Zygon Invasion, on découvre que Clara était en fait un Zygon depuis le début de l'épisode. Cela rendra donc la suite beaucoup plus intéressante. Car oui, Jenna Coleman est très impressionnante dans The Zygon Inversion. Pour une fois, elle joue un rôle très différent de la Clara Oswald que l'on connaît bien. Sa prestation est radicalement opposée à ce qu'elle a l'habitude de faire.
Et elle nous montre ici une Clara à la fois mystérieuse et menaçante. Parallèlement à ça, on verra l'esprit de la véritable Clara se battre pour récupérer son corps, et tenter d'influencer sur les actions de Bonnie, le Zygon ayant pris son apparence. Et j'ai vraiment apprécié cet aspect de l'épisode. Voir une Clara aussi badass, ça justifie carrément le visionnage de cet épisode. Mais il ne se résume pas simplement à ça. Ce qui a marqué le plus les fans, c'est surtout la fin. Car oui, pour ceux qui n'étaient pas convaincus par le docteur de Capaldi, et j'en faisais partie, cette fin d'épisode vous aura au moins fait comprendre que Peter Capaldi est un excellent acteur. Le docteur a toujours préféré utiliser les mots plutôt que les armes. Et dans cet épisode, on comprend pourquoi. Car au-delà de l'interprétation mémorable de l'acteur, son monologue de fin est très profond et est rempli de paroles lourdes de sens. Un discours tellement juste que beaucoup de fans l'ont partagé sur les réseaux sociaux lors des attentats en France. Car tout était parfaitement adapté à la situation. Le discours du docteur dans cette scène est en fait un discours contre la guerre et le terrorisme. Et c'est ce genre de message que doit transmettre le docteur. C'est donc un double épisode plutôt réussi avec beaucoup de qualité, malgré une première partie sans grand intérêt. Premier épisode en solo, et cette fois-ci, c'est un cas assez particulier. En effet, Sleep No More est un épisode que beaucoup ont trouvé très mauvais, et de mon côté, j'ai plutôt apprécié. Sans aller jusqu'à dire que c'est l'un des meilleurs de la saison, je l'ai trouvé assez inventif et pas inintéressant. Encore une fois, on se retrouve avec le schéma classique, le docteur et son compagnon arrivent dans une base avec des gens dedans, et cette fois-ci c'est dans une station spatiale que l'action se déroulera. Et les ennemis de cet épisode seront des monstres laids et vaguement humanoïdes créés à partir de crottes de yeux. Oui, je sais, ça peut paraître ridicule, mais personnellement ça ne m'a pas dérangé, car j'ai beaucoup aimé l'explication donnée. En fait, il se trouve qu'un des hommes présents sur la station est l'inventeur d'une machine qui permet aux êtres humains de se passer de sommeil. Ces machines sont bien sûr présentes sur la station. En revanche, l'une des conséquences de cette suppression de sommeil, c'est l'accumulation de la châssis. Alors la châssis, c'est le véritable nom des crottes de yeux. Oui, parce que c'est quand même mieux de l'appeler comme ça. Et du coup, en gros, c'est l'accumulation de ces déchets humains qui crée ces monstres. Alors oui, je sais, c'est complètement tiré par les cheveux, mais je ne sais pas pourquoi, sur le moment j'ai trouvé l'explication assez bien trouvée. De plus, on peut clairement y voir une critique de la société actuelle. Je ne parle pas des monstres en eux-mêmes, mais plutôt de ces machines anti-sommeil. Il est clairement dit dans l'épisode qu'elle a été créée uniquement dans le but de rendre les êtres humains plus productifs. S'ils n'ont plus besoin de dormir, alors ils auront beaucoup plus de temps pour travailler. Sans faire de la philosophie de comptoir, je pense que le message ici est assez explicite. Et j'avoue que personnellement, c'est le genre d'idée qui me plaît beaucoup. Au-delà de ça, je ne vous ai même pas encore parlé d'un élément important, qui a certainement beaucoup joué sur l'appréciation ou non de certains concernant cet épisode. Tout l'épisode a été tourné en fun footage. C'est sûr que c'est loin d'être une nouveauté au cinéma par exemple, mais dans Doctor Who c'est une première. Et même si ça n'a pas convaincu tout le monde, personnellement j'ai apprécié la réelle ambition de vouloir un peu innover sur certains épisodes. En revanche, ce qui m'a un peu moins plu, car oui l'épisode n'est pas exempt de tout défaut, c'est la justification du format fun footage. Allez savoir pourquoi ils ont voulu pousser l'originalité encore plus loin et expliquer qu'en fait, tout était filmé non pas par des caméras, mais par la châssis encore présente sur les yeux des passagers, mais aussi un peu partout dans la station. Pourquoi avoir été aussi loin ? Ils auraient très bien pu se contenter de quelques caméras frontales et de surveillance bien visibles pour justifier le fun footage. Et c'est tout. Non parce que des monstres de crottes d'yeux déjà, c'était un peu limite en termes de crédibilité, mais des crottes d'yeux qui filment comme des caméras, même moi j'avoue que c'est un peu n'importe quoi. Et c'est dommage car c'est vraiment la seule chose qui m'a réellement dérangé. Je trouve tout le reste de l'épisode plutôt intéressant, et le format found footage rend les scènes très immersives. Alors oui, l'origine des monstres est un peu bizarre, mais je vous rappelle qu'on est dans Doctor Who. Une série où certaines créatures sont des statues en pierre, ou encore des salières avec une ventouse et un fouet de cuisine en guise d'arme. Donc oui, épisode cool et certainement pas le pire de la saison selon moi. Alors là, attention, on arrive sur les meilleurs épisodes de la saison. Si comme moi, vous avez été déçu par la saison 8, vous avez sans doute repris espoir à partir de cet épisode. Pour commencer, j'ai été content de constater qu'ils ont enfin fait appel à des réalisateurs qui savent faire une ambiance sombre et qui fonctionnent parfaitement. Et ça, c'est déjà un gros point fort. Ensuite, toutes les idées présentes dans cet épisode sont simplement excellentes. L'idée des Trapped Street, qui colle parfaitement avec l'univers de la série, le fait que tous les habitants de la ruelle soient en fait des aliens camouflés par des hologrammes,
ce qui semble clairement avoir été fait par souci de budget, mais ça passe, Ashildr qui enfin sert à quelque chose et est enfin satisfaisante dans son rôle, le corbeau meurtrier, et enfin le compte à rebours qui va avec. Tout ceci est vraiment génial. Mais bien sûr, il est impossible de parler de cet épisode sans évoquer la mort de Clara. Si vous êtes un habitué de mes vidéos, vous savez sans doute que j'aime beaucoup ce personnage. Pourtant, je n'étais pas contre le fait de la faire mourir. C'est une idée qui revenait souvent dans les discussions de fans. Beaucoup souhaitaient la mort d'un compagnon du Docteur, car il est vrai que le Seigneur du Temps n'a que très rarement dû affronter la mort d'un de ses compagnons de voyage. Il a vécu des séparations douloureuses, certes, mais jamais par le décès. De plus, cela aurait assurément fait ressortir le côté sombre du Docteur, ce qui colle parfaitement avec l'incarnation jouée par Capaldi. Donc Clara étant la dernière compagne en date, beaucoup souhaitaient sa mort. Eh bien, ils l'ont fait. Enfin, dans un premier temps en tout cas. Mais chaque chose en son temps, on parlera de Hellbent plus tard. La mort de Clara est vraiment très belle, et ses adieux au Docteur sont suffisamment touchantes et crédibles. Une mort à la hauteur du personnage donc. On pourrait penser qu'elle est morte bêtement, et il y a effectivement une part de vrai là-dedans, mais ce qu'il faut retenir, c'est surtout qu'elle s'est sacrifiée pour sauver un ami. Enfin, un ami, c'est quand même un personnage qu'elle n'a rencontré qu'une seule fois auparavant, mais bon, dans l'idée c'est symboliquement cool comme mort. Et là, le personnage d'Ashildr en devient encore plus ambigu. Étant en partie responsable de la mort de Clara, forcément elle deviendra une ennemie pour le Docteur. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à découvrir une nouvelle facette de la personnalité du Docteur. Ce fameux côté sombre du Docteur qui se réveille enfin. Et sert ici de parfaite transition pour le prochain épisode. En fait, vous voulez savoir ce que j'attendais plus ou moins inconsciemment de cette saison 9 ? Eh bien, j'attendais une preuve que cette série était restée la même, que cette série avait gardé ce côté incroyable, épique et surprenant. Et cette preuve, je l'ai eue. Cette preuve, c'est Heaven Sent. Cet épisode est incroyable. Il m'a prouvé à moi, mais aussi à de nombreux autres fans, que Doctor Who n'avait finalement pas changé. Absolument tout dans cet épisode est génial, du début jusqu'à la conclusion finale. J'adore le château animé, j'adore le scénario fait à partir d'une boucle infinie, j'adore l'ambiance générale, j'adore la conclusion finale, et j'adore cette sensation de tout comprendre une fois arrivé à la fin. Cet épisode est une sorte d'énigme très prenante et visuellement très stylée. Et là encore, on peut admirer tout le talent d'acteur de Peter Capaldi. C'est le seul épisode dans toute la série dont l'unique personnage est le Docteur. L'antagoniste n'est finalement que le lieu dans lequel il se trouve, et la créature qui semble le suivre à la trace n'est en fait qu'un automate. Tout cet épisode repose quasi entièrement sur le talent d'interprétation de Capaldi. Cet épisode m'a non seulement convaincu que cet acteur méritait entièrement sa place dans cette série, mais aussi que cette dernière avait encore le potentiel de nous surprendre. Et pourtant, Dieu sait qu'on revenait de loin avec la saison 8. Cet épisode n'est pas seulement le meilleur de la saison, c'est aussi l'un des meilleurs de la série. À l'époque où je critiquais encore la saison 8 et le 12e Docteur, je ne me doutais pas une seule seconde que la série allait remonter la pente aussi brusquement. En fait, j'ai même réalisé un truc après le visionnage de cet épisode. J'ai réalisé que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu d'épisode aussi marquant dans Doctor Who. J'adore le travail de Steven Moffat en tant que showrunner, et je l'ai d'ailleurs défendu à ce sujet durant toute une vidéo. Mais je dois avouer que pendant les 4 précédentes saisons sur lesquelles Moffat a travaillé, aucun épisode ne sort du lot. Les finaux de saison sont géniaux et globalement les épisodes ne sont pas mauvais, mais bizarrement aucun ne semble plus marquer les esprits que les autres. Alors qu'en saison 1 je peux vous citer The Empty Child, en saison 2 The Girl in a Fireplace, en saison 3 Blink, et en saison 4 évidemment Silence in the Library. Ils ont tous un point commun. Ils me font me dire à chaque fois que je repense à eux, ah oui c'est vrai, c'est pour ça que j'aime autant cette série. Et j'imagine que vous serez nombreux à me contredire dans les commentaires, et vous aurez raison car c'est quelque chose de très subjectif, mais j'ai réalisé que l'on n'avait pas eu d'épisode aussi marquant depuis assez longtemps. En tout cas jusqu'à l'arrivée de Heaven Sent. Je n'ai donc rien de plus à ajouter si ce n'est que c'est grâce à des épisodes comme celui-là que j'aime cette série. Bien joué Moffat. Cette fois-ci t'as pas trop fait de la merde. Arrive donc le final de la saison. Que vont-ils faire après un épisode aussi incroyable ? Le Docteur va-t-il venger la mort de Clara ? Quelle est cette fameuse histoire d'hybride ? Toutes ces questions n'auront finalement pas de réponse. Enfin si, elles auront des réponses, mais toutes très décevantes. Avant de développer, je vais d'abord préciser une chose. Je n'ai pas détesté ce final. Ce n'est juste pas ça que j'attendais. A priori, on s'attendait tous plus ou moins à un épisode qui éclaircirait cette histoire d'hybride, et éventuellement une fin émouvante autour du deuil de Clara. Et au final, rien de tout ça. La mort de Clara n'aura finalement duré qu'un épisode,
car boum, le docteur décide de la faire revenir. Car ah oui, au fait, on ne vous l'avait pas dit, mais les seigneurs du temps ont le pouvoir de remonter le temps, figer le temps, et bien sûr faire revenir une personne d'un moment précis du passé. Et donc ici en l'occurrence, Clara Oswald. Donc pendant tout le reste de l'épisode, on se demande si elle est encore en vie, combien de temps va-t-elle encore le rester, puis ensuite, lequel de Clara ou le docteur va oublier l'existence de l'autre. J'avoue que j'ai trouvé cette dernière partie plutôt pas mal, mais malgré ça j'ai quand même été plutôt déçu. Car au-delà du fait de faire revenir Clara d'entre les morts, un détail semble absent de ce final de saison, le dénouement du fil rouge. Car oui, chose incroyable, Moffat nous a enfin prouvé qu'il savait faire des fils rouges subtils à la Russell T Davies. Un mot glissé dans presque chaque épisode afin qu'il mène vers le final. Ce mot c'était hybride. C'était évident, tout le monde l'a remarqué, il était même clairement développé par Davros au tout début de la saison. Tout le monde s'attendait à avoir au moins des explications sur ce fameux hybride, soi-disant né de deux races guerrières, et au final, rien. Enfin si, le docteur conclut par un truc du genre, finalement, peut-être que l'hybride n'est pas une personne, mais deux. Et c'est tout. Alors déjà, j'ai du mal à comprendre le sens de cette conclusion sortie de nulle part, et ensuite c'est très décevant. Ce fil rouge nous annonçait quelque chose d'épique. Davros nous avait annoncé ça comme étant une créature mi-Dalek, mi-seigneur du temps. Et puis finalement, bah rien. Même au début de l'épisode, ils semblaient revenir sur cette histoire d'hybride, mais ils ont dû très vite oublier d'en faire quelque chose. Car au final, on n'en sait pas plus qu'en début de saison. En fait, on en sait même moins qu'en début de saison. Malgré tout, comme je l'ai dit plus tôt, je n'ai pas pour autant trouvé cet épisode mauvais. Si l'on enlève l'attente créée par le fil rouge, et que l'on accepte le retour de Clara parce que bon, c'est vrai que ce personnage est cool et l'actrice est plutôt jolie, bah au final, tout le reste est très bien. J'aime tout particulièrement le parallèle effectué entre le dialogue de Clara et le docteur dans le restaurant américain et le reste de l'épisode. En fait, j'admets que je n'ai pas passé un mauvais moment devant cet épisode. Il est bien fait, il est un peu émouvant et parfois même on passe sur certains détails étranges. En revanche, c'est forcément un peu décevant de constater que le fil rouge et la mort de Clara n'ont servi à rien. Donc en conclusion, j'ai trouvé ce final de saison plutôt moyen. Et bien voilà, j'ai fait le tour de cette saison. C'était un peu long, mais il y avait beaucoup de choses à dire. J'ai choisi de ne pas parler de l'épisode de Noël pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je l'ai beaucoup aimé, c'est un retour à une ambiance cool et sans prise de tête, et ça fait plaisir après une saison aussi sombre. Et puis surtout, c'est une très belle conclusion pour le personnage de River Song. Pour conclure cette saison, je dirais que ça a été une agréable surprise. Après la saison précédente, je n'attendais plus grand chose de cette série que j'aimais pourtant énormément. Finalement, Moffat a su se renouveler et la saison a pu me surprendre. Certaines choses sont un peu ratées comme le personnage d'Ashilder, assez mal introduit au début, ou encore les premières parties de double épisode, souvent sans grand intérêt. Mais globalement, pour une série que je sentais sur une pente glissante encore récemment, je dois dire qu'ils ont su être efficaces, ce fut une très bonne saison. D'ailleurs, ce qui m'a le plus surpris, c'est Peter Capaldi. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur la saison 8, souvenez-vous, j'avais clairement exprimé ma déception face à ce docteur plus froid et insensible, que je trouvais beaucoup moins intéressant que les précédents. Et sur cette saison, je n'ai aucun reproche à lui faire. On sent que l'acteur a trouvé son docteur. Il a su trouver son style et j'ai enfin été convaincu par son interprétation. Je peux le dire maintenant, Capaldi est un très bon acteur et un très bon docteur. Ah oui, au fait, je n'en ai pas encore parlé, mais les lunettes Sonic, moi j'aime bien. Je sais que ça a créé des débats invraisemblables au sein de la communauté de fans, et moi-même j'ai toujours adoré le fameux tournevis Sonic du docteur, mais je dois avouer que ces lunettes ne m'ont pas dérangé. Au contraire, je pense que c'est exactement ce qu'il manquait à ce docteur. Un élément cosmétique qui le rende plus cool, comme le fez du 11e, ou les lunettes 3D du 10e. J'étais presque déçu qu'il ne les garde pas finalement. Bref, je vais m'arrêter là, merci à tous pour votre visionnage, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, quant à moi je prépare déjà ma prochaine vidéo. Donc je vous dis à plus.